peut aborder évidemment la question du réchauffement climatique sous plein d'angles différents. Et je crois que c'est l'une des difficultés quand on veut être climato-sceptique, c'est d'être capable d'avoir un esprit un peu de synthèse sur toutes les questions qui se posent. Et on ne peut pas être spécialiste en tout. Moi, ce qui a été mon point d'entrée, c'est un point avec recul, et ça a été l'épistémologie. L'épistémologie, c'est-à-dire un regard sur la science et la façon dont elle se construit. On prend la science comme objet et on se demande comment elle évolue, comment une théorie naît, évolue, disparaît, renaît éventuellement de ses cendres après. Et quand on porte un regard épistémologique sur la question du réchauffement climatique, assez vite, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de points qui posent problème. La science, en principe, n'avance pas comme ça, ne se fait pas comme ça. Il y a eu tout un tas d'innovations, notamment la création du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un groupe d'experts donc, qui a été créé à la fin des années 80 et qui survit aujourd'hui et qui rend des rapports tous les 5, 6 ou 7 ans. Et qui est une structure complètement nouvelle. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des sciences, un ensemble de gens d'horizons différents qu'on rassemble pour dire la bonne parole sur une science donnée, qui est une alliance entre, d'une part, des scientifiques et d'autre part, des politiques. Ça n'est pas du tout un organisme scientifique, le GIEC ne fait pas de recherche, il synthétise la recherche et il le fait sous l'œil des gouvernements, ce qui est assez bizarre. En principe, la science n'a pas besoin de ça pour avancer. La science n'a pas besoin d'un groupe d'experts et de porte-voix politiques pour avancer. On n'a jamais fait ça sur la relativité générale, sur la découverte de l'ADN ou sur autre chose. Donc, c'est un peu bizarre. Ensuite, on voit rapidement, quand on met le nez dedans, qu'on a un mélange entre ce qui est de l'ordre de la recherche du vrai et du faux, ce que fait la science en général. Évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais pour aller vite, disons que la fonction de la science, c'est un petit peu de séparer le vrai du faux. Et là, on est plutôt dans une logique qui consiste à séparer le bien du mal. Et donc, on ne cherche plus le vrai, on cherche le bien. Pourquoi pas, mais ça ne peut pas être de la science. On n'a pas le choix de ce qui est vrai. On ne peut pas décider que telle chose est bonne, telle théorie est valable parce qu'elle nous permettrait de sauver le monde, de réduire les inégalités, ou ce genre de choses. On doit regarder les phénomènes pour ce qu'ils sont, y compris s'ils nous conduisent à des choses qui, politiquement, disons, ne seraient pas forcément ce qui irait dans notre sens. Donc là, c'est frappant de constater cette collusion-là, et avec un tout petit peu de regard historique, on sait très bien que ce type de choses conduit invariablement à l'échec de la science. Tous les exemples passés le montrent. Quand la science se mêle de dire le bien, d'une part elle se trompe, et ensuite elle s'affaiblit, et elle ne fait plus de vraie science. Les exemples, il y en a plusieurs. Alors c'est toujours un petit peu délicat de donner des exemples parce que ce sont souvent des exemples assez cruels et je ne pense pas qu'on soit de cet ordre-là de cruauté, mais l'exemple le plus proche, c'est sans doute l'affaire Lysenko, qui, donc dans les années 40 et 50, à l'époque de Staline, a vu l'émergence d'une biologie alternative qui s'opposait à la génétique telle qu'elle existait à l'époque et aux lois de Mendel. Et donc Lysenko, qui était ingénieur agronome, pensait remplacer cette théorie-là par une autre et a reçu le soutien politique de Staline. Et sa théorie, qu'on appelle aujourd'hui le lysenkisme, se fondait très bien dans l'idéologie politique de son temps en Union soviétique. Et ça a été très bien étudié, notamment par Dominique Lecourt, après coup, où il a montré qu'il y avait effectivement une adéquation totale entre cette théorie-là, qui s'est révélée pseudo-scientifique, et le matérialisme dialectique de l'Union soviétique. Alors encore une fois, on n'est pas du même ordre, hein, et je ne voudrais pas que ce rapprochement-là serve à suggérer que nos modernes promoteurs du réchauffement climatique seraient des staliniens. On n'en est pas là. C'est pas le propos. Le propos, c'est de dire, oui, il peut y avoir une communauté scientifique faite de gens compétents qui peut, pour des raisons diverses, se fourvoyer dans quelque chose qui n'est plus de la science et qui est de l'ordre de la pseudo-science. Et donc, il y a
en parallèle à une vraie science qui est la climatologie, qui mérite tout à fait d'exister, une pseudo-science qui est pratiquée aussi par les scientifiques, exactement comme la numérologie à l'époque de Pythagore ou l'astrologie à l'époque de Kepler, qui est, bien, on pourrait dire, l'idée que la Terre serait une sorte d'organisme vivant, que nous devrions lui rendre hommage, faire attention, la traiter comme une sorte de divinité païenne. Et le point commun entre toutes les pseudosciences, à mon sens, c'est cette idée que ce qu'on étudie n'est pas un objet, mais un sujet, c'est quelqu'un. Quand on regarde le climat, on a l'impression que c'est une sorte de Dieu qui reflète ce que nous sommes, qui nous dit où est le bien et où est le mal, et ce que nous faisons de bien et ce que nous faisons de mal. Donc ça, c'est assez... Ce qu'on voit aujourd'hui avec le climat, ça n'est pas très nouveau finalement. Avec un regard épistémologique, c'est qu'on a d'autres exemples assez comparables de phénomènes du même genre, d'errements scientifiques. C'est même assez intéressant d'observer la naissance d'une pseudoscience, en même temps que la climatologie naît à son tour. Et on peut s'attendre qu'un jour, il y ait un nouveau Galilée, qu'il y ait un nouvel Archytas, qu'il y ait une modernisation réelle de la climatologie qui dira, maintenant, on étudie vraiment le climat et on arrête de se demander si nous sommes coupables, si nous avons péché, etc. Voilà ce que peut dire, à mon sens, un regard vraiment, disons, un peu lointain. C'est-à-dire qu'évidemment, après, il faut entrer plus dans les détails. Il est assez regrettable que ceux qui seraient le mieux en position de tenir ce discours ne le tiennent pas. Et malheureusement, les historiens des sciences, les épistémologues sont tombés aussi dans le panneau. Et ils veulent aussi faire le bien. Par exemple, on a Bruno Latour, qui est sociologue des sciences, qui est au départ quand même quelqu'un d'assez critique sur la science elle-même et qui aurait été, à mon sens, assez bien placé pour mener une critique de ce qui se passe. Au contraire, est allé complètement dans le sens du courant, et il explique carrément que, pour savoir si le réchauffement climatique c'est vrai ou pas, il faut se demander qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et on constate que ceux qui n'y croient pas, ce sont souvent ceux qui sont aussi opposés à l'avortement. Et donc, voilà comment choisir son camp dans la controverse. C'est comme ça qu'il raisonne. Donc ça en dit long quand même sur l'abandon total de l'idée même de science, y compris par des gens qui quand même sont censés avoir un certain recul et une certaine capacité à regarder les choses sans aller trop facilement dans le sens du courant. On a d'autres postures militantes, en France aussi, par exemple quelqu'un comme Ami Dahan, qui écrit carrément que le changement climatique, ça n'est pas juste une affaire de climat, mais c'est une affaire de la société tout entière qui doit se réformer de fond en comble. On a le même genre de choses chez Isabelle Stengers aussi, où en gros, l'idée c'est le climat, c'est juste une façon d'aborder la meilleure façon, enfin, comment faire. Avec le climat, on va savoir comment organiser la société. Et essentiellement, il s'agit de la réorganiser complètement avec un état d'esprit militant. On peut avoir cet état d'esprit militant. Le problème, c'est que, en principe, c'est quand même pas tout à fait comme ça qu'on travaille. Et qu'au moins, quand on a affaire à des sujets comme ça qui, effectivement, sont assez clivants, il serait nécessaire d'avoir les deux sons de cloche. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'il y ait des historiens des sciences, qu'il y ait des épistémologues pour dire on va prendre l'autre, on va avoir le courage de regarder les choses dans l'autre direction. Alors que je pense que, beaucoup de gens pensent de la même façon, je pense, que l'aspect épistémologique est crucial dans le débat, parce que c'est vraiment là qu'on a du recul, qu'on peut regarder les choses avec une certaine distance, et en plus, on a un bel objet. C'est-à-dire qu'au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, on a quand même un objet épistémologique extraordinaire. Et c'est très regrettable que que si peu de monde ait l'idée de l'étudier en tant qu'objet épistémologique, sans essayer de dire pour ou contre Claude Allègre, en un mot, pour être un peu franco-français. Une porte d'entrée possible, ce sont les mathématiques, qui sont un des volets cruciaux de la chose, parce qu'on a affaire à des problèmes qui, pour une bonne part, sont des problèmes de nature statistique. Et donc, la question climatique, c'est pour une bonne part la question du traitement des données. Et quand on met un peu le nez dedans, qu'on regarde un petit peu comment les données sont travaillées et comment les courbes sont construites,
on est assez vite conduit à penser que tout ça, ça repose quand même sur des choses très légères et très insuffisantes. Donc d'abord, il y a le problème de la qualité des données, de la façon dont elles sont stockées. Et on a eu donc, l'exemple emblématique, qui est vraiment un cas d'école, qui est la fameuse courbe en cross de hockey de Michael Mann et Bradley Hughes, donc paru en 1998, qui montrait donc il y avait une vraie esthétique de cette courbe, c'était une vraie décharge électrique. On avait l'éclair, hein, où on voyait il y en a plusieurs il y a plusieurs articles aussi, où on voyait la température du dernier millénaire à peu près stable, très légèrement descendante, et à partir du 19e siècle, milieu du 19e siècle, brutalement une remontée, une décharge électrique, et la courbe est dessinée en rouge à ce moment-là pour bien montrer l'événement, mais c'est un objet en soi, une icône en soi, et qui a eu un succès extraordinaire, qui apparaît 6 fois dans le rapport du GIEC de 2001, et qui a été donc, porté vraiment comme drapeau pendant plusieurs années, de la part de ceux qui disaient, vous voyez bien, le climat se réchauffe et c'est forcément la faute de l'homme, parce que quand on voit effectivement une baisse très régulière, très calme, très apaisée pendant tout un millénaire, et que brutalement une hausse énorme a lieu d'un coup, on se dit, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été prévu par la nature. Et cette courbe-là, la façon dont elle a été faite, c'est ni fait ni à faire. Hein. Elle est complètement fausse, et bon, on a fini par s'en rendre compte et par la faire disparaître discrètement. Mais les gens s'en souviennent. Et à chaque fois que j'interviens, que je vais voir des journalistes et que je leur montre, que je leur parle de cette courbe, la plupart s'en souviennent. La plupart disent, oui, effectivement, j'ai vu cette courbe-là, donc qui a joué un rôle dans l'imaginaire collectif, pour aller vite, un rôle vraiment crucial. Et évidemment, il ne suffit pas, c'est le malheur de la médiatisation, c'est qu'il ne suffit pas de montrer qu'elle est fausse pour que, automatiquement, l'imaginaire associé se rectifie dans le même temps. Donc avec cette courbe, avec d'autres du même genre, on a tenté d'asseoir la théorie dominante sur un réchauffement climatique d'origine humaine à partir de mathématiques qui sont lacunaires. Et d'une façon générale, on doit reprocher à la communauté des climatologues de ne pas assez interagir avec des statisticiens professionnels et d'avoir, disons, mis au point leur propre méthode sans se demander si c'était pertinent. On sait que les statistiques, c'est un très bel objet, mais il faut le manier avec prudence. Parce que ça n'est pas facile. Alors on dit généralement qu'on peut faire dire aux statistiques ce qu'on veut. Il y a tout un tas d'histoires amusantes sur les statistiques. En vrai, si on utilise bien l'outil, il est efficace. Et il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de statistiques, bien au contraire, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est un métier en soi, et c'est pas pour rien qu'il y a des statisticiens professionnels, c'est parce qu'on ne s'improvise pas statisticien. On a un autre exemple de façon un peu étrange de travailler et de donner des conclusions dans un rapport français. C'est le 4e rapport du genre, donc, qui a été commandé par le ministère de l'écologie, et qui est un rapport qui prétend dire ce que sera le climat en France au XXIe siècle. Donc ça s'appelle le climat de la France au XXIe siècle, et il émane de la Direction générale de l'énergie et du climat. Il a été rendu public en août 2014, et il a eu évidemment l'écho qu'on peut imaginer dans la presse, où il était résumé par plus 5,3 degrés en France en 2100. Donc c'est un rapport qui fait une 60aine de pages. Et je pense que personne ne l'a vraiment lu. Je dois être le seul tout simplement à l'avoir lu un peu attentivement et plus exactement à avoir exercé un certain regard critique dessus, pour me rendre compte que c'est un rapport qui ne vaut rien. Il n'a aucune valeur, il se contredit lui-même. Il utilise 2 modèles, donc WRF et Aladin Climat, qui disent des choses contradictoires. Mais c'est pas grave, parce que le rapport les mentionne les deux, les met un petit peu sur un pied d'égalité, et finalement les présente
ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont cohérents entre eux, mais piochent ici et là les choses qui peuvent aller dans le sens voulu. Et bon, je crois qu'il ne reste à peu près rien de ce rapport quand on exerce dessus un esprit critique. Qui a eu le courage de lire vraiment ce rapport et d'apporter dessus une certaine contradiction? Je crois que je l'ai fait humblement et avec mes moyens sur mon blog, mais je crois que personne d'autre ne l'a fait. C'est-à-dire que la presse, y compris la presse des journalistes scientifiques, a servilement recopié les conclusions du rapport, sans aller voir, sans même daigner exercer un esprit critique, un esprit journalistique. En principe, un rapport fait à la demande d'un gouvernement, quand même, on se demande s'il est bon, on peut aller poser des questions aux uns et aux autres, et ça n'a visiblement pas été fait, parce que le rapport, il est considéré comme valable, et il est reproduit. Il va dans le bon sens, disons, il va dans le sens dominant, mais bon, les spectateurs intéressés pourront aller voir mon analyse sur la question. C'est même pas des choses difficiles. C'est très facile de se rendre compte que le rapport ne colle pas. Par exemple, donc il y a un tableau qui annonce l'augmentation de température en France à attendre selon les scénarios climatiques, c'est-à-dire selon qu'on arrête d'émettre du gaz carbonique ou qu'on arrête plus ou moins vite ou qu'on continue. Et à plusieurs endroits de ce tableau-là, on se rend compte que ce que prévoient les modèles, donc les deux modèles qui sont utilisés, c'est plus on émet de gaz carbonique, moins ça se réchauffe. Bon, en 6 endroits, ça se produit sur un tableau qui n'est pas si gros, en 6 endroits, ça réchauffe plus si on émet moins de gaz carbonique. Et ça n'est pas commenté. À la limite, on peut dire, oui, effectivement, il y a telle et telle raison, il y a une certaine variabilité, on n'a pas fait assez de run, il n'y a pas de marge d'erreur, donc on peut pas savoir exactement ce qu'il en est. Mais donc, ni les auteurs du rapport, ni ceux qui sont censés l'avoir lu, c'est-à-dire au moins les journalistes scientifiques, n'ont exercé leur esprit critique pour dire, tiens, là quand même, il y a quelque chose d'un peu curieux. Il y a d'autres exemples dans ce rapport, mais à peu près tout est de la même veine. Donc on a des annonces pour les précipitations, dans lesquelles, donc notamment pour l'outre-mer, où il n'y a aucun lien clair entre le gaz carbonique et les précipitations au XXIe siècle. Aucun lien, mais on donne quand même les courbes et on nous explique. La morale de l'histoire, reste quand même la même. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas l'idée que finalement, peut-être peut-être que le gaz carbonique n'est pas déterminant sur les précipitations. Et finalement, c'est les résultats des modèles eux-mêmes qui le suggèrent, qui devraient conduire à se poser la question. On n'a pas de recul non plus. On nous présente une figure sur la température globale et la température en France, pour constater qu'il y a une variabilité plus grande en France. C'est vrai. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que brutalement, sur les 30 dernières années, la France se serait réchauffée beaucoup plus que la moyenne mondiale. Pourquoi ? Pourquoi pas, encore une fois, c'est possible. Mais on ne nous dit pas pourquoi, et tout ce qu'on nous dit, c'est, vous voyez bien, en France, la variabilité en France est plus grande que la variabilité sur la Terre entière, ce qui est en soi assez logique. Mais on ne se pose pas de questions. C'est un rapport qui ne se pose pas de questions, y compris sur ses propres résultats. Et je pense que c'est un problème. Il y a quand même 6 personnes qui ont travaillé sur ce rapport, et c'est un rapport qui, à mon sens, n'aurait jamais dû être publié. C'est juste un exemple, mais il montre bien, parce que c'est un exemple qui est intéressant, parce que le rapport est assez simple à lire, et on peut vraiment facilement se rendre compte de toutes ses limites. Donc, et il a été fait par des professionnels. Donc, en principe, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour se rendre compte qu'il y a une façon de travailler qui n'est pas bonne. Ça ne suffit pas, évidemment, on pourrait critiquer le rapport du GIEC plus en détail, et il y a bien d'autres choses à faire, mais je crois que ce rapport est assez représentatif d'un état d'esprit où finalement ce qui compte, ce n'est pas la qualité du travail, mais simplement le message qui est donné. S'il va dans le bon sens, alors on ne se pose pas de questions. Et ça, je crois qu'il faudra quand même qu'on arrive à en sortir. C'est une aventure intellectuelle intéressante d'aller regarder ce qui se passe. J'aime beaucoup l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, et là,
l'épistémologie, et là je suis face à un objet magnifique, hein, au-delà d'une certaine indignation parfois, parce que c'est vrai quand même, mais il faut aussi savoir dépasser l'indignation, la mettre de côté, et juste admirer la chose extraordinaire qui nous arrive, la création d'une pseudo-science à l'échelle mondiale. Je suis convaincu que dans quelques dizaines d'années, les historiens des sciences vont avoir énormément de travail. Là, on est en train de donner du travail aux futurs doctorants, aux futurs chercheurs en histoire des sciences, et ça deviendra un cas d'école. Ça deviendra un cas d'école des errements qu'on peut voir en sciences. Les scientifiques eux-mêmes se croient protégés par leur savoir et ne se rendent pas compte qu'au contraire, croire avoir cette protection, c'est se rendre vulnérable, parce que ça conduit à baisser la garde. Et on le voit malheureusement chez pas mal de nos scientifiques qui ne se rendent pas bien compte de ce qui est fait à partir de ce qu'ils disent. Ils pensent que simplement le fait qu'ils disent, ils essayent de se réfugier derrière un savoir technique, leur permet de se sentir un peu à la fois protégés et blancs comme neige, et ne se rendent pas compte qu'ils prêtent la main en réalité à quelque chose qui les dépasse complètement. Le nouveau paradigme n'est pas tout à fait un paradigme scientifique. En fait, c'est un paradigme plutôt moral, voire idéologique pour certains. Mais c'est aussi quelque chose d'assez courant, parce qu'en réalité, la climatologie elle-même, elle se crée. Donc elle se crée en même temps que la pseudoscience qui l'accompagne. Et la pseudoscience, comme d'habitude, est créée par des scientifiques, ce qui est assez commun. Alors un exemple assez amusant que j'aime bien, que j'ai mis dans mon dernier livre, c'est un exemple donné par James Hansen. Donc Hansen, c'est un Américain, un scientifique, qui est le grand promoteur historique de la cause du réchauffement climatique, et qu'il l'a lancé, si l'on peut dire, à l'occasion d'une déposition au Congrès américain, qui était en 1988. C'est vraiment le coup d'envoi médiatique a été donné par Hansen, qui est un scientifique. Et il écrit, donc Hansen s'est intéressé en 2007 dans un article publié dans une revue Comité de lecture, tout ce qu'il y a de sérieux, tout ce qu'il y a de scientifique. Il s'intéresse à la hausse du niveau des mers causée par la fonte de l'Antarctique. Supposée hausse dramatique. Et évidemment, selon Hansen, ce qui crée la fonte de l'Antarctique, c'est la faute de l'homme, évidemment. Et donc, il nous explique que donc, le facteur qui va prendre le dessus dans la hausse du niveau des mers, c'est la fonte de l'Antarctique. Et il nous dit que ce facteur était faible jusqu'à ces dernières années, mais a déjà au moins doublé dans la dernière décennie, et est maintenant proche de 1 mm par an, donc 1 mm de hausse par an. Comme exemple quantitatif, disons que la contribution de la calotte glaciaire est de 1 cm pour la décennie 2005-2015, et qu'elle double chaque décennie jusqu'à ce que la calotte de glace de l'Antarctique Ouest ait en grande partie disparu. Cela produit une hausse du niveau des mers de l'ordre de 5 mètres pour ce siècle. Donc en gros, et même en détail, Hansen nous dit explicitement, il y a eu 1 mm pendant une décennie, disons 2 mm dans la suivante, donc ça va doubler chaque décennie. Et il double pendant un siècle. Alors effectivement, on arrive à 5 mètres de hausse, 5 mètres et 12 cm si on veut être tout à fait précis. C'est délirant. N'importe quel mathématicien ou n'importe quelle personne un peu cultivée scientifiquement sait qu'on ne peut pas raisonner comme ça. D'autant plus qu'on arrive à une conclusion d'une hausse de 5 mètres de hausse du niveau des mers qui est complètement délirante. En gros, même les plus pessimistes disent 1 mètre, ce qui est déjà largement au-dessus de ce que montrent les observations. On est plutôt sur une trentaine de centimètres, on est plutôt sur une hausse comparable à celle du XXe siècle, et on a à l'évidence affaire à une hausse, disons, qui s'exerce sur le temps long. Donc Hansen pronostique une hausse complètement délirante de 5 mètres, et il l'appuie sur des mathématiques, il l'appuie sur un raisonnement, il suffit de doubler. Donc c'est évidemment ça, quand on double tous les 10 ans très vite, c'est connu depuis les compteurs orientaux et une célèbre histoire de grains de blé qu'on double sur les cases d'un échiquier, on sait qu'on atteint très vite des très grandes valeurs. Et donc avec ce calcul-là, entre guillemets, il arrive à peu de frais à essayer de nous faire peur,
avec très peu de choses au départ, parce que bon, une hausse de 1 mm par an, c'est quand même pas, ça n'a pas de quoi faire ça n'a pas de quoi inquiéter. Et donc il l'habille d'atours mathématiques. Mais c'est complètement fallacieux, mais ça marche. Il faut croire que ça marche. Et ça marche même dans des revues au comité de lecture, parce que ça a été publié encore une fois dans une revue, tout ce qu'il y a de sérieux et d'académique, et ça a été republié après dans un livre. Donc c'est une illustration assez simple et assez significative du fait que dans cette affaire, on utilise des mathématiques, on utilise de la science, on utilise parfois même des choses très complexes, hein, qui donnent l'impression d'une certaine fiabilité, et en réalité, si on va dedans, eh bien souvent on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme ça, et que, pour tout dire, on est très loin d'avoir vraiment compris ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est effectivement une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la malhonnêteté? Mon point de vue là-dessus, c'est ni l'un ni l'autre. D'abord, sur la malhonnêteté, j'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. Ça n'est pas très crédible. Tout simplement, ça n'est pas très crédible parce qu'on imagine quand même mal autant de gens se mettre à mentir pour une sorte de complot dont on ignore un peu les finalités. C'est plutôt voir un complot, voire même une malhonnêteté des uns et des autres disparate et qui arriverait à se retrouver sur certains objectifs communs. Je trouve que c'est surtout une paresse intellectuelle. Ça permet de tout expliquer à bon compte, on n'a plus besoin de réfléchir et ça n'est pas une hypothèse très intéressante. C'est d'autant moins intéressant qu'il y a assez peu de preuves. Alors effectivement, il y a l'affaire du Climate Gate, donc qui sont des courriers électroniques qui ont été divulgués entre climatologues et qui montrent très clairement que, pour faire court, il y a quelque chose de pourri au royaume de la climatologie et au royaume du GIEC. Mais bon, ça ne suffit pas, à mon avis, même ça, qui est vraiment un grand scandale, et on entend beaucoup trop peu parler en France, même ça ne suffit pas pour moi à dire que l'ensemble des scientifiques sont malhonnêtes. Il peut y avoir des scientifiques malhonnêtes, il y en a comme un peu partout. Je pense que c'est une minorité. Est-ce que c'est de l'incompétence? Non plus. Je pense que beaucoup de climatologues sont compétents. Et travaillent, disons, honnêtement et font probablement aussi progresser les choses, hein, parce que malgré tout, les moyens qui ont été mis dans cette affaire-là, s'ils sont utilisés, si on fait abstraction, disons, de leur finalité un peu illusoire, peuvent par ailleurs apporter des renseignements intéressants. On va par exemple avoir dans peu de temps 10% des balises Argo qui sont réparties dans les océans, qui vont pouvoir mesurer le pH des océans, donc l'acidité des océans, parce qu'on s'inquiète de l'acidification des océans. On peut penser, c'est mon cas, qu'on s'inquiète encore pour rien et qu'on recycle en fait la peur du réchauffement, la peur de l'acidification des océans, mais il reste que connaître l'évolution de l'acidité des océans et avoir des données précises sur le pH de l'océan, c'est quelque chose de très intéressant et qui permettra à terme effectivement de faire avancer la science. On a plutôt affaire à donc pour expliquer ça, on a affaire à beaucoup de choses. On aura besoin de temps pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mais entre autres choses, on a affaire à, je le disais tout à l'heure, à la création d'une pseudo-science qui est quelque chose d'assez naturel dans l'histoire des sciences, à tous les niveaux. On crée une pseudo-science en même temps qu'on crée la science, et c'est la marque que la climatologie n'est pas encore une science moderne. Pour moi, c'est vraiment l'un des critères majeurs pour distinguer une science moderne d'une science que je dirais archaïque, sans connotation péjorative, mais disons une science ancienne, une science qui n'est pas encore mûre, c'est séparation de la science et de la pseudo-science. Ça n'est pas fait pour l'instant. Donc ça explique pourquoi on peut avoir ce double discours scientifique. D'un côté, un discours effectivement raisonnable, travaillé avec des gens qui essayent effectivement de faire des modèles climatiques qui fonctionnent, de comprendre l'évolution des variables climatiques, et de l'autre, un discours moral, un discours qui utilise des mathématiques comme celui de Hansen sans véritablement que ce soit fondé. Et c'est au moins du point de vue scientifique, je crois que c'est ça à quoi on a affaire. Alors, ça a été à la rencontre
de beaucoup d'autres choses, et les scientifiques ne sont pas seuls responsables. Les scientifiques, encore une fois, sont largement dépassés, à mon sens, par ce qui leur arrive. Ça n'est pas la même chose. Faire de la science et savoir ce que c'est, ça n'est pas la même chose. Et dans une affaire comme le climat, faire de la science, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir ce qu'on fait, et il faut aussi être capable de comprendre les interactions, ses propres, la façon dont nous voyons le monde, la façon dont, il faut comprendre que la façon dont nous voyons le monde peut influencer la façon dont nous faisons la science, et que ce problème se pose d'autant plus quand la science qu'on fait entre en résonance avec le reste du monde. D'une façon générale, il y a une tradition qui est normalement une tradition tout à fait saine, qui est que, on fait confiance aux collègues. Et donc, je l'ai pratiqué moi-même aussi beaucoup, de façon naturelle, pendant très longtemps. C'est les collègues climatologues disent que j'ai pas de raison de suspecter quoi que ce soit. Et c'est cet état d'esprit qui est assez majoritaire, pas seulement chez les mathématiciens, mais je crois chez tous les scientifiques. C'est un état d'esprit assez normal, qui est qu'on n'a pas de raison de remettre en question ce que disent les collègues. Il faut aller voir, il faut avoir une bonne raison de s'y mettre. Alors une bonne raison, c'est-à-dire il faut avoir envie de s'y mettre, et a priori on ne peut pas tous s'occuper de tout, donc je comprends fort bien que la plupart de mes collègues universitaires, ne se soient pas penchés sur la question, et donc se fient au courant dominant, se fient au rapport du GIEC, se fient aux collègues climatologues. C'est l'attitude la plus logique, c'est l'attitude la plus raisonnable, et c'est l'une des bizarreries, effectivement, de l'affaire. C'est que moi-même, j'ai longtemps hésité à me dire, avant d'être capable de me dire qu'il fallait rompre avec ça. Je me suis rendu compte assez vite, quand je suis allé dans le fond du problème, je me suis rendu compte assez vite que quelque chose n'allait pas. D'abord, encore une fois, pour des raisons épistémologiques, parce qu'on voyait trop de confiance, déjà. Trop de confiance sur un objet manifestement difficile à appréhender, peu de capacité à se remettre en question, beaucoup de violence dans les attaques des contradicteurs, et un discours qui flirtait très vite, très souvent, très rapidement avec la morale, avec l'idéologie, donc pas du tout scientifique. Et c'est ce genre de choses. Mais il faut avoir envie de s'y mettre, il faut avoir envie de... Sinon, la logique, c'est de croire le GIEC. Et ce que j'ai fait moi-même pendant des années, on se dit, c'est peut-être un petit peu exagéré, voilà, les journalistes en rajoutent. Et c'est quand on va creuser un peu et qu'on se rend compte que les scientifiques eux-mêmes sont d'accord et ne prennent pas de distance avec tout ça, qu'on se dit, là, en principe, là, il y a un clignotant épistémologique qui s'allume, et on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est quand même quelque chose d'original. S'il y a une chose originale, vraiment, dans cette affaire, par rapport à d'autres affaires de l'histoire des sciences, comme l'affaire Lysenko, à laquelle je le rapprochais tout à l'heure, c'est que, pour cette fois, c'est plutôt ceux qui sont extérieurs à la climatologie proprement dite qui ont fait le travail. D'ordinaire, ce sont les scientifiques qui eux-mêmes, disons, se débarrassent de leur propre pseudoscience. Et là, ça vient de qui? Des blogueurs. Ça vient de Steve McIntyre, ça vient d'Anthony Watts, ça vient de Ross McKittrick, qui est économiste. Ça vient de gens qui sont à la périphérie, et pas du tout de gens à l'intérieur. Ça, c'est quand même plutôt rare. C'est a priori pas très bon. Là, si vous dites ça à des collègues universitaires, en principe, on fait confiance encore une fois à l'institution, et c'est très souvent légitime. Et là, pour une fois, il faut reconnaître que le salut vient plutôt de l'extérieur.